Vous êtes jugé avant d'avoir existé. Voilà ce que personne ne veut dire, parce que cette vérité humilie tout ce que l'on nous a enseigné sur la profondeur, la bonté, le mérite et la valeur intérieure. Avant votre première phrase, avant votre poignée de main, avant la moindre preuve de votre intelligence, quelque chose s'est déjà produit dans l'œil de l'autre. Une décision rapide, presque animale. Un classement. Une estimation de danger, d'utilité, de faiblesse, de prestige ou d'insignifiance. Vous croyez entrer dans une pièce. En réalité, vous entrez dans un tribunal silencieux. Ce tribunal ne lit pas votre âme. Il lit vos signes. Votre posture. Votre regard. Vos vêtements. Votre fatigue visible. Votre manière d'occuper l'espace. La vitesse de vos gestes. La propreté de vos détails. Ce que vous cachez mal. Ce que vous laissez tomber autour de vous comme une odeur sociale. Et parce que l'être humain est paresseux dans son jugement, il prend ces signes pour des preuves. Il ne se demande pas qui vous êtes vraiment. Il se demande ce que votre apparence lui permet de conclure sans effort. Machiavel avait compris cela avec une précision dérangeante. Les hommes, écrivait-il, jugent davantage par les yeux que par les mains, car tous voient ce que vous paraissez être, mais peu touchent ce que vous êtes. Cette phrase n'est pas une remarque élégante sur la politique. C'est une loi générale de la vie sociale. Vous pouvez trouver cette loi injuste. Elle l'est peut-être. Mais l'injustice d'une loi n'empêche pas son fonctionnement. La gravité ne devient pas moins réelle parce que l'homme qui tombe proteste contre elle. Le monde n'attend pas de découvrir votre profondeur. Il n'a pas cette patience. Il ne creuse pas dans la poussière de votre négligence pour y chercher une pierre précieuse. Il ne traverse pas votre confusion visible pour atteindre votre dignité cachée. Il prend le raccourci. Il voit un signal de faiblesse et traite ce signal comme votre vérité. Il voit un signal de manque et vous associe au manque. Il voit un signal de désordre et suppose que le désordre vous habite. Il y a dans cette mécanique une brutalité que les discours modernes préfèrent recouvrir de phrases aimables. On vous dira que l'apparence ne compte pas, que seul l'intérieur importe, que les gens justes sauront regarder au-delà. Mais cette consolation est souvent offerte par ceux qui ont déjà renoncé à jouer avec le réel. L'intérieur compte, oui. Mais l'intérieur ne donne pas toujours accès à la pièce. L'apparence est la porte. Et beaucoup de vies restent dehors parce qu'elles ont confondu profondeur et invisibilité. La pauvreté, dans l'œil social, n'est pas seulement une absence d'argent. Elle est un signal. Plus encore, elle est une contamination symbolique. Elle rappelle l'échec, la dépendance, la fatigue, l'impuissance, l'absence de protection. Lorsqu'un être humain perçoit chez un autre les signes du manque, il ne réagit pas toujours avec compassion. Souvent, il recule. Parfois, il exploite. Il sent qu'il peut donner moins, demander plus, respecter moins fort, négocier plus durement. Ce n'est pas nécessairement conscient. C'est pire. C'est automatique. La pauvreté visible rend l'homme moins dangereux. Et celui qui paraît incapable de se défendre devient plus facile à offenser, à ignorer, à sous-payer, à déplacer, à remplacer. Le monde ne punit pas seulement le manque. Il punit l'aveu visuel du manque. Une chemise froissée, une voix qui s'excuse trop, un regard qui fuit, une manière d'entrer comme si l'on demandait pardon d'être là. Tout cela forme une langue. Et cette langue dit aux autres, vous pouvez me traiter avec moins d'attention. Vous pouvez détester cette idée. Elle restera vraie. Car l'humain ne juge pas seulement par morale. Il juge par association. Ce qui paraît solide attire la confiance. Ce qui paraît fragile attire le doute. Ce qui paraît abondant attire les occasions. Ce qui paraît nécessiteux attire les conditions humiliantes. On donne plus facilement à celui qui semble ne pas supplier. On investit plus facilement dans celui qui semble déjà appartenir à la victoire. On refuse celui dont la demande sent la survie. Non parce que sa demande est moins légitime, mais parce que la survie inquiète. Elle met l'autre devant un risque. C'est là le paradoxe sombre des ressources, elles vont souvent vers ceux qui donnent l'impression d'en avoir déjà. L'homme qui entre dans une banque avec la posture d'un condamné demande de l'aide. L'homme qui entre avec le calme de quelqu'un qui possède des options propose une relation. Le premier devient un poids. Le second devient une opportunité. Le besoin nu effraie. La maîtrise attire. Machiavel n'aurait pas appelé cela hypocrisie. Il aurait appelé cela compréhension du théâtre humain.
Le prince ne survit pas parce qu'il est toujours ce qu'il paraît être. Il survit parce qu'il sait que le regard collectif confond souvent l'apparence avec la réalité, et qu'il utilise cette confusion au lieu de s'en plaindre. Il ne demande pas au peuple de devenir plus subtil. Il organise les signes que le peuple est capable de lire. C'est là que commence l'erreur des âmes dites authentiques. Elles croient que refuser l'image est une preuve de liberté. Elles disent « Je ne veux pas jouer un rôle. Je veux être moi-même ». Mais elles oublient que, dans le monde social, ne pas choisir un rôle ne signifie pas échapper au théâtre. Cela signifie laisser les autres vous distribuer le rôle à votre place. Et ce rôle sera rarement généreux. Si vous ne gouvernez pas votre signal, quelqu'un d'autre interprétera votre silence, votre fatigue, votre négligence, votre simplicité, votre confort, votre modestie. Il appellera cela faiblesse, manque d'ambition, absence de valeur, manque de sérieux. Vous pourrez protester intérieurement. Mais la protestation intérieure ne modifie pas la perception extérieure. Le monde ne récompense pas ce que vous auriez voulu transmettre. Il réagit à ce que vous avez réellement émis. Votre apparence est donc une forme de langage politique. Elle parle avant vous. Elle prépare ou ruine votre réception. Elle ouvre ou ferme le crédit invisible que les autres vous accordent. Une personne négligée peut être brillante, mais elle oblige les autres à faire un effort pour croire en elle. Une personne tenue, droite, nette, mesurée, même pauvre, réduit cet effort. Elle semble déjà gouvernée de l'intérieur. Et l'on prête plus volontiers confiance à celui qui paraît capable de se gouverner. Car la discipline est visible. Voilà une phrase que beaucoup refusent. Elle se voit dans les détails, chaussures, cheveux, mains, vêtements, silence, démarche, regard, manière de s'asseoir, manière de payer, manière d'écouter. Aucun de ces éléments ne prouve tout. Mais chacun suggère quelque chose. Et dans un monde qui fonctionne par suggestion rapide, négliger les détails revient à abandonner une partie de sa défense. L'effet de halo et son double sombre, l'effet de corne, travaillent sans demander votre accord. Une seule impression négative colore le reste. Si l'on vous perçoit comme désordonné, on vous supposera moins fiable. Si l'on vous perçoit comme effacé, on vous supposera moins capable. Si l'on vous perçoit comme pauvre au sens symbolique, on vous associera au risque, au coût, à la demande. L'esprit humain aime les raccourcis. Il transforme un pli en verdict. Une hésitation en faiblesse. Une négligence en caractère. C'est injuste, encore une fois. Mais Machiavel ne s'intéressait pas à la consolation que procure le mot injuste. Il s'intéressait à ce que l'on fait après l'avoir prononcé. Car si le monde lit les surfaces, alors la surface n'est pas superficielle. Elle est stratégique. Elle n'est pas la totalité de l'être, mais elle est la première ambassade de l'être. Et envoyer une ambassade confuse, sale, affaissée ou suppliante, c'est exposer son royaume avant même d'avoir ouvert les portes. Vous pensez peut-être que prendre soin de son image est vaniteux. Mais il existe une vanité plus grande encore, croire que le monde vous doit le travail de découvrir votre valeur cachée malgré les signaux contraires que vous lui envoyez. C'est une arrogance déguisée en authenticité. Vous demandez aux autres de traverser votre désordre pour atteindre votre vérité, alors même que vous n'avez pas pris la peine de protéger cette vérité par une forme digne. L'apparence n'est pas un mensonge lorsqu'elle sert une substance réelle. Elle devient mensonge lorsqu'elle tente de remplacer cette substance. Il ne s'agit pas de paraître puissant en restant vide. Il s'agit de ne pas laisser une apparence faible mentir au sujet d'une force que vous possédez peut-être déjà. Négliger son image peut être une calomnie contre soi-même. Vous vous présentez comme moins que vous n'êtes, puis vous souffrez que le monde vous croie. Il faut comprendre le mot armure. Une armure n'est pas l'homme. Elle ne remplace pas son courage. Elle ne garantit pas sa victoire. Mais l'homme qui entre nu sur le champ de bataille sous prétexte que seul le cœur compte meurt avant de prouver quoi que ce soit. Les vêtements, la posture, le silence, la propreté, la retenue, la lenteur, la qualité du regard, tout cela forme une armure psychologique. Elle n'attaque pas. Elle fait hésiter. Et l'hésitation du prédateur est déjà une victoire. Dans les rapports humains, beaucoup d'agressions commencent parce que l'autre pense que vous ne répondrez pas. Il vous évalue. Il cherche vos failles. Il observe si vous avez l'air de quelqu'un que l'on peut interrompre, exploiter, ridiculiser, réduire. Lorsque votre présence laisse planer un doute, lorsque votre tenue, votre calme et votre regard disent sans bruit que vous n'êtes pas une cible sans coup, quelque chose se modifie. On vous approche autrement.
On mesure davantage ses gestes. On réfléchit avant de vous traiter comme quantité négligeable. C'est cela que l'apparence peut faire avant toute parole. Elle installe un prix. Elle dit, l'accès à moi n'est pas gratuit. Elle ne garantit pas le respect profond, mais elle empêche souvent le mépris immédiat. Et dans un monde brutalement visuel, empêcher le mépris immédiat est parfois la première condition de toute ascension. La pauvreté visible, au contraire, retire ce prix. Elle vous rend disponible au rabais. Elle dit, négociez plus bas. Donnez moins. Exigez plus. Ignorez les limites. Et le monde, qui aime les occasions de domination facile, obéit. Les commerçants, les employeurs, les partenaires, les inconnus, les institutions, tous ne sont pas mauvais, mais beaucoup répondent aux signaux d'avantage. Là où ils sentent une faiblesse, ils testent. Là où ils sentent une force, ils calculent. Vous ne pouvez pas supprimer cette dynamique par indignation morale. Vous pouvez seulement choisir de ne plus y entrer désarmé. La première chose à tuer n'est donc pas la pauvreté matérielle. C'est le regard de pauvreté. Ce regard qui s'excuse. Qui demande la permission d'exister. Qui cherche l'approbation avant de prendre place. Qui rit trop vite lorsque l'autre offense. Qui baisse les yeux au moment exact où il devrait rester immobile. Ce regard révèle davantage que les vêtements. On peut mettre de beaux habits sur un être qui se sent inférieur, et l'infériorité traversera le tissu. On peut mettre des habits simples sur un être qui se sait souverain, et quelque chose dans sa présence continuera de dominer la scène. Le pauvre intérieur est bruyant. Il explique trop. Il justifie trop. Il remplit le silence parce qu'il craint ce que le silence pourrait révéler. Il raconte ses difficultés trop vite, comme s'il espérait acheter de la tendresse par l'exposition de sa blessure. Mais l'exposition de la blessure attire rarement uniquement la tendresse. Elle attire aussi ceux qui cherchent où appuyer. Le pouvoir, lui, sait se taire. Non parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il ne confond pas parole et valeur. Le silence oblige les autres à projeter. Il crée une distance. Il empêche que tout soit immédiatement consommé. Celui qui parle sans cesse réduit le prix de ses mots. Celui qui choisit ses paroles les rend plus lourdes. Dans un monde saturé de bruit, la retenue devient une forme de richesse. Votre image ne se limite donc pas aux vêtements. Elle inclut tout votre écosystème visible. Votre voix. Votre rythme. Vos objets. Votre téléphone brisé ou non. Vos chaussures entretenues ou abandonnées. Votre manière de traiter les petites choses. Votre manière de ne pas vous plaindre devant n'importe qui. Votre manière de ne pas exposer votre manque comme une identité. Les détails parlent. Et lorsque tous parlent dans la même direction, ils deviennent une force. Cela ne demande pas nécessairement de l'argent. Voilà le point que beaucoup utilisent pour éviter la transformation. Ils disent « Je ne peux pas acheter le luxe ». Mais la question n'est pas le luxe. La question est la maîtrise. Une chemise simple, propre, bien ajustée, vaut davantage qu'un vêtement coûteux porté avec négligence. Des chaussures modestes mais entretenues disent plus qu'une marque sale. Des mains propres, un corps tenu, une posture droite, un regard calme, tout cela coûte surtout de la volonté. La richesse la plus immédiatement visible n'est pas toujours l'opulence. C'est l'absence de chaos. Le chaos se voit. Il se dépose sur les objets, les vêtements, les gestes, la peau, le ton, les choix. Il raconte que vous êtes submergé. Et lorsque vous semblez submergé, les autres hésitent moins à vous ajouter du poids. À l'inverse, l'ordre, même sobre, suggère une autorité intérieure. Il indique que quelque chose en vous résiste à l'effondrement. Machiavel aurait compris ce point sans romantisme. Il ne suffit pas d'avoir une valeur cachée. Il faut la rendre lisible dans la forme que le monde sait lire. Non pour flatter le monde, mais pour ne pas lui abandonner le pouvoir de vous définir comme inférieur. Votre apparence doit devenir une forteresse calme. Pas une parade vulgaire. Pas une mendicité de compliments. Une forteresse. Quelque chose qui empêche l'autre de vous réduire trop vite. Car tout se joue souvent trop vite. Une porte s'ouvre ou se ferme avant que vous ayez expliqué votre histoire. Une opportunité se rapproche ou s'éloigne avant que votre compétence ait parlé. Une personne décide si elle vous écoutera ou vous tolérera. Et vous pouvez passer ensuite des années à appeler cela injustice, alors qu'une partie du verdict avait été préparée par des signaux que vous refusiez de prendre au sérieux. Cette vérité n'est pas confortable.
Elle ne doit pas l'être. Elle vous retire l'excuse selon laquelle le monde devait simplement mieux regarder. Le monde regarde mal. Il a toujours regardé mal. Machiavel ne commence pas par corriger le regard du monde. Il commence par demander comment survivre à ce regard, comment l'utiliser, comment le détourner, comment lui donner assez de signes pour qu'il vous ouvre au moins la première porte. Après cette porte, la substance doit être là. Sinon, l'apparence devient une dette. Celui qui paraît puissant mais ne construit rien sera tôt ou tard démasqué. Celui qui utilise l'image comme substitut de l'être devient prisonnier d'une représentation vide. Mais celui qui possède quelque chose et apprend à le signaler cesse d'être un trésor enterré. Il devient une présence. Et dans un monde Dieu pressé, devenir une présence est déjà un acte de guerre. Mais il ne suffit pas de nettoyer l'apparence. Ce serait trop simple, presque décoratif. Le vrai changement commence lorsque l'image cesse d'être un vêtement posé sur une insécurité et devient une discipline du corps entier. Car le monde ne lit pas seulement le tissu. Il lit la manière dont vous habitez ce tissu. Il lit si vous êtes pressé de plaire. Il lit si vous craignez de gêner. Il lit si vous êtes habitué à être interrompu. Il lit si vous entrez dans une pièce comme quelqu'un qui demande une place ou comme quelqu'un qui reconnaît déjà la sienne. C'est pourquoi certains hommes restent pauvres même lorsqu'ils portent du luxe. Ils ont acheté l'objet, mais pas l'autorité intérieure que l'objet prétend annoncer. Ils entrent dans le vêtement comme un invité illégitime. Ils ajustent trop leur veste. Ils vérifient trop les regards. Ils sourient trop vite. Leur corps trahit ce que leur apparence voulait cacher. Ils portent le signe du pouvoir avec la nervosité de celui qui a peur d'être découvert. Et inversement, certains hommes peuvent porter une simplicité presque austère sans jamais paraître diminués. Rien en eux ne supplie. Rien ne cherche à obtenir une validation immédiate. Leur silence n'est pas vide. Leur lenteur n'est pas maladresse. Leur regard ne fuit pas. Ils ne paraissent pas pauvres, même sans richesse visible, parce qu'ils ne semblent pas négociables. Ils donnent l'impression étrange d'un homme que l'on ne peut pas acheter à bas prix. Voilà le point. Ne pas paraître pauvre ne signifie pas ressembler à une vitrine. Cela signifie retirer de soi les signaux de disponibilité au rabais. Le monde ne méprise pas seulement les vêtements usés. Il méprise surtout l'abandon qu'il semble parfois annoncer. Il méprise la personne qui paraît déjà avoir accepté sa place au fond de la salle. Il méprise l'être qui semble avoir perdu le droit intérieur de demander mieux. Et, plus cruellement encore, il teste cet être pour vérifier s'il se défendra. La pauvreté visible est donc rarement un seul élément. Elle est une composition. Un regard qui tombe. Une voix qui monte à la fin des phrases comme une demande d'autorisation. Des gestes trop rapides. Une tendance à rire quand il faudrait rester immobile. Une manière de parler de ses problèmes avant d'avoir établi sa valeur. Une familiarité prématurée. Une confession trop facile. Un besoin de remplir le silence pour prouver que l'on mérite d'être toléré. Il faut comprendre cela sans tendresse excessive, l'excès d'explication sans le manque. Celui qui possède réellement une position intérieure ne ressent pas le besoin de tout exposer immédiatement. Il n'ouvre pas ses coffres devant chaque passant. Il ne transforme pas ses blessures en monnaie sociale. Il ne donne pas à l'autre, dès les premières minutes, la carte complète des endroits où il pourrait être blessé. La parole excessive est souvent une fuite. Elle cherche à acheter une sécurité que le silence aurait pu imposer. Machiavel aurait reconnu dans le silence un instrument de gouvernement. Non seulement pour les princes, mais pour tout homme qui veut cesser d'être gouverné par les yeux des autres. Le silence bien porté crée une zone d'incertitude. Et l'incertitude, dans les rapports humains, est parfois plus protectrice que la gentillesse. Celui que l'on comprend trop vite devient utilisable trop vite. Celui qui livre tout son intérieur devient un territoire sans mur. Celui qui reste partiellement illisible oblige les autres à avancer avec plus de prudence. Il ne s'agit pas de devenir mystérieux par théâtre. Le mystère volontaire devient vite ridicule lorsqu'il cherche à se faire remarquer. Il s'agit plutôt de cesser de se gaspiller. De ne plus donner à tout le monde l'accès complet à votre fatigue, vos besoins, vos projets, vos inquiétudes, vos faiblesses. Ce que vous répétez partout cesse de vous appartenir. Ce que vous exposez sans discernement devient matière à interprétation, à usage, parfois à attaque. La retenue est donc une forme de richesse. Elle dit,
Je n'ai pas besoin de vendre toute ma vie pour obtenir quelques secondes d'attention. Elle dit, mon monde intérieur n'est pas une marchandise de conversation. Elle dit, je peux rester ici sans me justifier. Et cette capacité à rester sans se justifier modifie immédiatement la hiérarchie invisible d'une pièce. Regardez ceux que l'on respecte vraiment. Ils ne sont pas toujours les plus beaux, ni les plus riches, ni les plus bruyants. Ils sont souvent ceux qui ne semblent pas chercher frénétiquement l'accord. Ils n'entrent pas dans le rythme des autres par panique. Ils ne se précipitent pas pour rire. Ils ne remplissent pas chaque vide. Ils laissent le silence travailler. Ils comprennent que l'espace est aussi une possession. Celui qui ne sait pas occuper l'espace finit toujours par le céder. Mais le corps appris dans la peur résiste à cela. Il veut se faire petit. Il veut passer sans provoquer. Il veut éviter l'attention, puis il souffre d'être invisible. Il veut être choisi sans apparaître. Il veut être respecté sans signaler aucune force. Cette contradiction détruit. Vous ne pouvez pas demander au monde de vous traiter comme une présence si votre propre corps continue de se présenter comme une excuse. Le travail commence donc dans des gestes presque humiliants par leur simplicité. Se tenir droit. Ne pas courir quand rien ne l'exige. Ne pas parler plus vite que sa pensée. Ne pas baisser les yeux par réflexe. Ne pas transformer chaque interaction en audition. Ne pas s'excuser d'occuper une chaise, une phrase, une attente, une décision. Cela paraît petit. C'est immense. Car le corps enseigne au monde comment vous approcher avant même que votre histoire puisse intervenir. Il y a une manière pauvre de demander. Et il y a une manière souveraine de proposer. Les mots peuvent être semblables. La différence est dans la structure invisible. Celui qui demande avec la peur d'être refusé offre déjà sa gorge. Celui qui propose avec le calme de quelqu'un qui survivra au refus rend la relation plus équilibrée. Il ne mendie pas l'accord. Il ouvre une possibilité. Le monde traite différemment ceux qui semblent avoir des possibilités. C'est pourquoi l'apparence d'option est décisive. L'homme sans option visible devient dépendant du bon vouloir d'autrui. On le paie moins. On le retarde. On le fait attendre. On lui demande plus de preuves. On suppose qu'il acceptera. L'homme qui paraît avoir des options, même s'il en possède peu, modifie la négociation. On hésite à le perdre. On parle mieux. On encadre davantage ses refus. On lui donne ce que l'on ne donnait pas à celui qui semblait obligé de rester. Cela peut sembler cruel, mais c'est ainsi que les rapports se dessinent. Le besoin déclaré trop tôt affaibli. La rareté perçue renforce. Le monde poursuit ce qui semble pouvoir partir. Il néglige ce qui paraît condamné à rester. Voilà pourquoi le désespoir, même légitime, doit être discipliné dans sa présentation. Il ne faut pas offrir son besoin brut à des yeux qui ne sauront pas l'honorer. La dignité n'est pas de cacher toute difficulté. Elle est de choisir à qui l'on donne accès à la difficulté. Tout le monde ne mérite pas la vérité nue de votre situation. Certains n'en feront pas un lieu de compassion, mais un levier. Ils ajusteront leur offre à votre peur. Ils mesureront votre manque et vous donneront juste assez pour ne pas vous perdre, jamais assez pour vous élever. La transparence sans stratégie peut devenir une forme de servitude. Il faut aussi parler des objets. Les objets racontent. Ils n'ont pas besoin d'être luxueux, mais ils doivent être gouvernés. Une chose cassée que l'on exhibe trop longtemps finit par enseigner au regard extérieur que le cassé est devenu normal autour de vous. Un téléphone brisé, des chaussures détruites, un sac fatigué, une voiture sale, un bureau en chaos permanent. Aucun de ces détails ne définit votre âme, mais chacun participe au récit que le monde invente sur votre capacité à maintenir l'ordre. Et surtout, il parle à vous. Voilà le détail souvent oublié. Votre environnement ne convainc pas seulement les autres. Il vous conditionne. Vivre entouré de négligence finit par rendre la négligence familière. Porteur chaque jour des signes d'abandon finit par rendre l'abandon acceptable. Se voir diminuer dans le miroir finit par limiter silencieusement ce que l'on ose demander au réel. L'image n'est pas seulement tournée vers l'extérieur. Elle revient vers vous comme une instruction. Ainsi, soigner sa forme n'est pas seulement manipuler le regard. C'est rééduquer son propre système nerveux. Vous vous tenez autrement, et bientôt vous pensez autrement. Vous parlez moins vite, et bientôt vos décisions deviennent moins soumises à l'urgence. Vous nettoyez ce que vous portez,
Et quelque chose en vous cesse de croire que le désordre est votre climat naturel. Vous apprenez au corps que la défaite n'est pas son uniforme obligatoire. C'est ici que la formule faire semblant est mal comprise. Il ne s'agit pas d'inventer une grandeur vide. Il s'agit de répéter extérieurement une forme jusqu'à ce que l'intérieur cesse de la considérer comme étrangère. Le masque, lorsqu'il est choisi avec intelligence, peut précéder le visage. Il peut donner au corps une direction. Il peut contraindre l'âme à se redresser. Il peut créer un futur comportemental avant que la confiance ne soit disponible. Attendre de se sentir puissant pour agir avec puissance est une erreur commune. On attend la sensation, puis l'on s'étonne qu'elle ne vienne jamais. La sensation vient souvent après la forme, après le geste, après la répétition. L'homme qui se tient droit avant d'avoir confiance commence à construire la preuve corporelle de cette confiance. L'homme qui parle lentement avant de se sentir important apprend à ne plus servir sa panique. L'homme qui se présente avec soin avant d'avoir réussi refuse de laisser l'échec actuel définir son signal. C'est la différence entre mensonge et direction. Le mensonge dit « Je suis ce que je ne construirai jamais ». La direction dit « Je me comporte déjà selon la forme que je suis en train de devenir ». Le premier est une imposture. La seconde est une discipline. Le regard des autres, dans ce processus, devient un matériau. Non un Dieu. Non un juge absolu. Un matériau. Vous n'êtes pas son esclave, mais vous ne pouvez pas prétendre qu'il n'existe pas. Vous pouvez l'utiliser comme un navigateur utilise le vent. Il ne commande pas la destination, mais il détermine certains mouvements. Le naïf se plaint du vent. Le stratège ajuste les voiles. Il faut donc cesser d'opposer profondeur et apparence. La profondeur sans apparition reste parfois sans effet. L'apparence sans profondeur devient spectacle creux. Mais lorsque les deux s'alignent, une force rare apparaît. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui possède une valeur cachée. Vous devenez quelqu'un dont la valeur commence à imposer une forme au monde. Cela demande aussi un audit cruel de l'entourage. Car l'image n'est pas seulement individuelle. Elle est contaminée par les présences qui vous accompagnent. Les hommes sont jugés par les personnes près desquelles ils se tiennent. Machiavel, parlant des princes, savait qu'un gouvernant est lu à travers ceux qu'il choisit pour le servir. Un homme entouré de médiocres est supposé médiocre. Un homme entouré d'êtres faibles, bruyants, défaits ou incohérents hérite d'une partie de leur signal. Cette idée blesse, parce qu'elle touche à la loyauté. On veut croire que l'amour ou l'amitié devraient rester séparés de la stratégie. Mais les yeux du monde ne séparent pas si proprement. Ils associent. Ils mélangent. Ils vous voient avec un groupe, et le groupe devient une explication de vous. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner ceux qui souffrent ou trahir son passé. Cela signifie que chaque contexte a son champ de bataille. On ne va pas au conseil de guerre avec quelqu'un qui transforme votre présence en farce. Il y a des relations que l'on garde dans le cœur, mais pas dans chaque scène publique. Il y a des fidélités qui ne doivent pas saboter l'ascension. Il y a des compagnies qui vous tirent symboliquement vers le bas, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles projettent une version de vous que vous tentez précisément de dépasser. Cela exige une dureté calme. Non du mépris. De la sélection. La sélection est le mot que les faibles détestent, parce qu'elle révèle que tout accès ne peut pas être permanent. Celui qui veut se construire doit sélectionner ses environnements, ses apparitions, ses paroles, ses alliances, ses habitudes visibles. Il doit comprendre que la vie entière devient une campagne de signaux. Non pour tromper, mais pour arrêter de transmettre, par négligence, une version de soi que le monde aura trop de plaisir à croire. Et lorsque cette campagne devient cohérente, quelque chose change. Les autres commencent à répondre différemment. Pas toujours par admiration. Par ajustement. Ils sentent que l'ancien accès n'est plus disponible. Ils sentent qu'il faut parler avec plus de mesure. Ils sentent que la personne devant eux n'est plus un territoire ouvert. Les portes ne s'ouvrent pas toutes. Mais certaines cessent d'être verrouillées avant même que vous frappiez. Ce n'est pas magie. C'est mécanique. Vous modifiez le signal, le monde modifie une partie de sa réponse. Le monde n'est pas devenu meilleur. Il est simplement devenu plus prudent devant vous. Et parfois, la prudence du monde ressemble assez au respect pour vous offrir le temps nécessaire de prouver votre substance. Voilà pourquoi la véritable transformation de l'image ne se limite jamais à l'esthétique. Elle est morale dans le sens le plus ancien du terme, elle concerne la forme de l'être. Comment vous vous portez?
Comment vous vous gardez? Comment vous refusez de vous exposer comme une chose disponible? Comment vous donnez au regard extérieur une raison de ne pas vous abaisser immédiatement? À la fin, ne pas paraître pauvre signifie ne plus collaborer avec les signes de votre propre diminution. Cela signifie retirer de votre corps, de vos objets, de vos gestes et de vos mots tout ce qui annonce « je suis facile à négliger ». Cela signifie comprendre que le monde ne verra peut-être jamais toute votre profondeur, mais qu'il verra toujours votre forme. Et que cette forme peut devenir soit une porte ouverte au mépris, soit une muraille silencieuse devant laquelle le mépris ralentit. La question n'est donc pas de savoir si l'apparence compte. Elle compte déjà. La seule question est de savoir si elle travaille pour vous ou contre vous. À la fin, le monde ne vous demande pas qui vous êtes. Il regarde ce que vous annoncez. C'est cela que beaucoup refusent, parce que cette vérité détruit une consolation ancienne, l'idée que la valeur intérieure suffit, qu'elle finira toujours par être vue, qu'un esprit profond n'a pas besoin de forme. Mais une valeur invisible reste souvent sans accès. Une force non signalée est traitée comme une absence de force. Une dignité qui ne sait pas apparaître peut être confondue avec de la faiblesse. Machiavel ne vous demande pas de devenir faux. Il vous demande de devenir lisible dans un monde qui lit mal. Votre apparence n'est pas votre âme. Mais elle est la première phrase que le monde lit avant que votre âme puisse parler. Si cette phrase dit fatigue, chaos, besoin, peur, désordre ou soumission, le monde répondra à cette phrase. Il ne cherchera pas longtemps la version plus noble que vous gardez cachée. Il prendra le raccourci. Il le prend toujours. Alors il faut cesser de traiter l'image comme une frivolité. L'image est une frontière. Une armure. Une négociation silencieuse. Elle dit aux autres jusqu'où ils peuvent aller, avant même qu'ils essaient. Elle peut inviter le mépris ou le ralentir. Elle peut ouvrir une porte ou vous condamner à expliquer pourquoi vous méritez d'être laissé entrer. Ne paraissez pas riche. Ce serait trop pauvre. Paraissez gouverné. Propre. Calme. Net. Mesuré. Présent. Difficile à acheter à bas prix. Difficile à interrompre. Difficile à réduire. Que vos vêtements, vos objets, votre regard, votre silence et votre manière d'occuper l'espace cessent enfin de plaider contre vous. Car le monde n'est pas assez juste pour deviner votre valeur derrière une forme qui la contredit. Il faut donc construire la forme. Non pour tromper. Pour empêcher le monde de croire trop facilement aux mensonges de votre petitesse. Et lorsque le regard des autres tombera sur vous, comme il tombe toujours, qu'il ne trouve plus une demande de permission. Qu'il trouve une présence. Une présence ne supplie pas. Elle oblige le réel à s'ajuster.